La vie est une suite constante d'expériences. Plus on en fait, mieux c'est. Nous sommes Salma et Swazik de Séraphin.légal. Avec Parole de juriste, nous vous proposons de décortiquer pour vous les parcours de juristes d'entreprises inspirants. Ils vous partageront leurs réussites, leurs échecs, leurs doutes et tous les conseils utiles aux nouvelles générations de juristes. Notre objectif, vous mettre à disposition toutes les recettes pour progresser dans votre carrière de manière concrète. Bonne écoute! Avant de commencer cet épisode, avec Swazik et toute l'équipe de Séraphin.légal, on voulait vous remercier toutes et tous. Toutes celles et ceux qui nous écoutent, qui partagent les épisodes, qui nous envoient des messages, qui s'abonnent au podcast, ça nous fait toujours extrêmement plaisir de lire vos retours et de les partager avec nos invités. Parole de juriste aujourd'hui, après une saison, c'est 9 épisodes avec plus de 9 heures de podcast enregistrés et autant d'invités remarquables. Défi relevé pour cette première saison et on continue l'aventure. Qui de mieux pour nous accompagner et continuer à promouvoir la profession que la première organisation de juristes d'entreprise en France et en Europe. J'ai nommé l'AFJE. Un grand merci à Marc Mossé et à Coralie Tsatsianis pour leur confiance. Enfin, vous êtes nombreux à avoir écouté le générique de fin d'épisode et à nous avoir demandé comment Séraphin.légal révolutionne le contract management grâce aux nouvelles technologies. Chez Séraphin, nous développons des solutions logicielles pensées et conçues pour simplifier le processus contractuel pour vous, direction juridique, et vos interlocuteurs, clients internes, prestataires, partenaires ou encore clients. L'objectif, simplifier, fluidifier et sécuriser la gestion de contrats en entreprise, de la rédaction jusqu'à la négociation, l'approbation interne, la signature et enfin le suivi des échéances. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter, nous vous avons laissé toutes les infos en description d'épisode. Bonne écoute et à très vite. Bonjour Johanna. Bonjour Johanna. Bonjour. Comment ça va? Super. Bah écoute, nous aussi ça va très très bien. Ça va pas mal. On est très contente de te recevoir aujourd'hui sur Parole de juriste. Ça a été très compliqué de t'avoir. Oui, j'avoue. J'ai dû batailler avec Swazik aussi pour réussir à trouver ce fameux créneau. Oui. Et je t'avoue que moi, je suis très très triste et tu vas me comprendre. J'attendais avec impatience un enregistrement en studio pour que tu puisses nous ramener des produits. Et qu'on puisse travailler et justement émettre un avis critique, constructif sur la boulangerie et pâtisserie de haute qualité dans laquelle je travaille. Oui, je comprends. Bah, voilà. On fera ça, là, vous êtes à l'apéro, mais on fera ça. Voilà. Et oui, bon, il faut peut-être pas le dire, mais avec modération. Effectivement, avec modération, tout en respectant les gestes barrières, toujours, évidemment. Absolument. Bah, écoute, ce que je te propose, Johanna, c'est que tu puisses te présenter de la manière dont tu le souhaites. Alors, d'abord, je voulais vous remercier. Effectivement, le créneau n'a pas été évident et vous avez fait preuve de beaucoup de flexibilité. Donc, merci à vous deux. Eh bien, moi, je m'appelle Johanna. J'ai 44 ans depuis 2 jours et je suis actuellement directrice juridique de la maison Eric Kayser, qui, que vous y avez fait allusion, est toute une chaîne mondiale de boulangerie, pâtisserie, artisans boulangers, plus exactement. Ma formation, je suis avocat moi de formation et j'aime bien dire que avocat c'est pas un métier, c'est un état et que à partir du moment où on est avocat, qu'on exerce en tant qu'avocat, on reste toujours un peu avocat, quelques métiers qu'on exerce par la suite. Donc j'ai démarré comme avocat pendant 7 ans dans des structures assez petites. D'ailleurs, moi je suis plutôt une enfant de structures petites avec des activités à 90% contentieuses. Donc moi j'aimais user ma robe et dévorer des bouquins dans les prétoires à force d'attendre de pouvoir passer et plaider mon affaire. Et puis au bout de 7 ans, c'est un cycle un peu 7 ans. Qu'est-ce qu'on fait? On s'associe, on reste collaboratrice, on monte sa structure. À l'occasion a fait le larron, m'a présenté en fait le responsable juridique de la maison Le Tanner que je pense vous connaissez, donc qui fabrique des sacs, qui est plus connu, enfin qui marche plus chez les hommes d'ailleurs que chez les femmes, partait, donc le responsable juridique partait. J'ai intégré du coup cette maison au bout de 7 ans. J'ai raccroché la robe, non sans une petite larmichette. Et alors, ce qui était très drôle, c'est que ma première plaidoirie, donc j'ai démarré à Orléans, j'ai prêté serment à Orléans, dans un barreau très
assez petit comparé à ce qu'on a à Paris, puisqu'à l'époque on était 150 confrères. J'ai plaidé pour la première fois à la Cour d'appel d'Orléans en novembre 2004 et j'ai replaidé pour la dernière fois en septembre 2011, toujours devant la même Cour d'appel d'Orléans, alors que je n'étais plus au barreau d'Orléans d'ailleurs, mais je suis allée voir le président en disant voilà, vous êtes ma dernière plaidoirie. Petite larmichette, je ne vous le cache pas, parce que cette profession est quand même extraordinaire, difficile, surtout pour les jeunes. Alors aujourd'hui, je sais plus, mais en tout cas, c'est une profession difficile mais merveilleuse. Donc j'intègre la maison de tanneur. C'est un peu, voilà, vous quittez un monde pour un autre. Alors certes, l'outil, Swazik, tu pourras confirmer, l'outil reste le même, mais on l'utilise pas du tout de la même manière. Vous intégrez une équipe, un projet, une identité d'entreprise, une marque employeur, comme on dit, et on vous dit, ok, c'est bien, mais alors moi, les consultations, ça sert à rien, les circonvolutions juridiques, ça ne m'intéresse pas. Je dirais que l'état d'esprit d'un juriste en entreprise, c'est make it happen, en gros. Et donc, en fait, vous arrivez et vous dites, ok, il faut le faire, mais alors du coup, je vais essayer de lâcher mes codes pour m'adapter à des opérationnels, à des contraintes business, à des contraintes budgétaires. Ça, on connaît pas non plus en tant qu'avocat forcément. Voilà, je m'étends un petit peu. Donc, le tanneur, j'ai intégré une maison, j'ai intégré une famille. Faut le savoir, parce que les gens que j'ai rencontrés chez le tanneur, c'était vraiment une famille dans tous les sens du terme. J'étais rattachée à la directrice financière, donc la CFO, qui m'a appris énormément, parce que il faut savoir que le tanneur est un groupe coté, et donc on fait pas ce qu'on veut dans un groupe coté en bourse. Et je faisais tout. Alors, Swazik, tout à l'heure, tu utilisais le terme couteau suisse, et ben c'est pareil. Quand vous êtes responsable juridique dans une grosse PME, on va dire, vous faites un petit peu tout. Donc les assurances, les contrats, tout ça. Et vous découvrez, tout est une nouveauté. Donc j'ai trouvé ça absolument génial. Je me suis éclatée. Et puis au bout de 5 ans... Oui. Je me permets de t'arrêter, Johanna, parce que t'es géniale et tu fais exactement comme Laure du Kérois qu'on a reçu il y a quelques semaines. Vous êtes tellement passionnée par ce que vous faites que, en fait, on n'a même pas besoin de vous poser des questions. Mais t'inquiète pas, on va arriver à tout ça et on va creuser tous ces sujets effectivement dont tu nous parles. Ton passage de la profession d'avocat au monde de l'entreprise. Ouais, donc je vais revenir à la fin de ma période de tanneur. Donc 5 ans et demi chez le tanneur. On a fait un petit peu le tour du poste et là j'intègre une autre maison cotée très réputée aussi pour son artisanat comme le tanneur qui s'appelle donc Esté Dupont. Je sais pas si vous connaissez les briquets stylos de luxe de la marque Esté Dupont qui est une marque très ancienne. Tout à fait. Voilà, 19e siècle avec une très belle signature dans tous les sens du terme. Et là j'intègre en gros on est un petit peu sur le même type de structure, grosse PME, rattachement à la CFO, etc. Groupe coté également, comme je l'ai dit. Et là, ce que j'aime chez Dupont, c'est toujours une famille, parce que moi, je suis très, très dans l'affect, ça positif comme du négatif parfois, mais je suis dans l'affect, donc j'intègre la famille Esté Dupont et je suis à nouveau le couteau suisse de la maison pendant 2 ans. Alors pourquoi 2 ans? Parce que voilà, 2 ans j'avais atteint, donc ça faisait du coup 7 ans que j'exerçais en entreprise. Et là c'est pareil, j'attendais mon petit step que j'ai pu avoir en intégrant alors pour le coup là on est dans un ETI. Généralement quand je donne le nom de l'entreprise et surtout là où il est situé, les femmes me disent ah mais oui bien sûr, la Vallée Village à côté de Disney. Je sais pas si ça va percuter, si ça va vous dire quelque chose. Vous savez, c'est ce village de luxe. Alors, voilà. Donc, la Vallée Village, c'est un village à ciel ouvert, très haut de gamme, avec une architecture extrêmement jolie. Et donc, vous avez des marques de luxe, c'est un positionnement luxe, vraiment, qui sont donc, ce sont les outlets. Alors, le terme est pas très apprécié évidemment là-bas parce que c'est vrai que ça donne un côté un petit peu écoulement de stock moche, mais pas du tout. On est vraiment dans du très haut de gamme. Et donc là, j'intègre une équipe un peu plus large parce que on est 5. Je chapeaute du coup le service. En tout cas, le temps que le onboarding se fasse, je devais finir par faire donc chapeauter toute cette équipe. Et là, alors là, vous travaillez un petit peu différemment puisque vous êtes en filiale et plus en maison mère. C'est un petit peu un mode de fonctionnement différent. On en parlera sans doute après. Si vous avez des questions à ce sujet, parce que on fonctionne pas du tout de la même manière, notamment sur les projets.
Puis il y a des activités de reporting que vous n'avez pas forcément quand vous êtes en maison mère. Et là, ce qui était super, c'est que pour le coup, c'est 80% du temps de travail en anglais. Vous négociez avec les marques. Là, j'étais alors moins couteau suisse puisqu'il y avait déjà une équipe, donc plus négociation avec les marques, donc les alter ego en gros des marques, donc responsable ou directeur juridique, et puis une partie corporate assez importante aussi, une partie immobilière aussi assez prégnante. Alors, c'était top, travailler beaucoup en anglais, etc., dans un cadre qui est plutôt très, très chouette, mais c'était quand même très loin de chez moi. Ils avaient beau bichonner leurs salariés avec plein d'avantages, télétravail, etc. C'est quand même le soir, quand vous rentrez, c'est 1h45 de voiture. Oui. Et honnêtement, en étant, donc je vais pas m'étendre sur ma vie perso, mais en étant mère célibataire, c'est un petit peu lourd, surtout quand vous avez un ado, dont on a parlé un petit peu plus tôt durant l'interview. Voilà, donc j'ai arrêté, donc je suis partie fin novembre 2019, avant tout ça. C'était même juste avant les grèves. Donc voilà, j'ai fait un petit break. Alors un break pas très long parce que j'aime bien en parler. J'ai travaillé pendant quelques mois avant de démarrer chez Kaiser dans une poissonnerie. Non. Excellent. Si. Une poissonnerie que je connais, en fait, c'est une de mes meilleures amies dont la famille a cette poissonnerie qui est à Neuilly et ça, alors pour le coup là, c'est vraiment la famille. Vraiment la famille, ouais. Au sens famille de cœur. Voilà, donc quelques mois. Et puis. Et pour quelle raison? Alors, alimentaire aussi, on va pas se mentir. Et puis, ils avaient besoin de monde. C'est une poissonnerie dans laquelle je travaillais quand j'étais étudiante, donc quand j'avais 20 ans. Il y a quelque temps, où on faisait beaucoup les samedis et puis les Noëls et jours de l'an, parce que vous imaginez bien que les commandes de plateaux de fruits de mer à ces moments-là sont hallucinants. Donc toujours beaucoup de besoins d'extra en fait pendant ces périodes, et on avait évidemment, j'ai gardé contact puisque c'est la famille. Et là en fait ils avaient besoin de quelqu'un aussi qui vienne de manière un peu plus régulière durant quelques mois. Donc je jonglais avec les grèves. Pour le coup, ça a vraiment impacté un petit peu. Et puis ma recherche d'une nouvelle opportunité pro. Donc je m'organisais comme ça. Et t'en as tiré quoi comme expérience? Alors c'est un monde que j'ai jamais vraiment quitté puisque je connaissais, voilà, c'est encore une fois c'est une famille. Je passe les fêtes de Noël avec eux et tout ça. C'est une famille que j'adore, mais c'est un autre monde. C'est très très chouette parce que quand je discutais avec certains alors je vous arrête tout de suite. Je sais pas couper le poisson parce que c'est un métier. Donc moi j'étais à la caisse et au traiteur parce que voilà. En plus je mange pas d'animaux, alors vous imaginez. Mais donc il me posait des questions. Il me dit alors donc tu es responsable juridique, directeur juridique. Mais concrètement, tu fais quoi? La question habituelle. Mais en quoi une entreprise a besoin de juridique dans son équipe? Parce que vous expliquez que vous êtes commercial, que vous êtes directeur informatique, que vous êtes directeur financier, les gens savent à peu près. Le juridique, il m'est arrivé parfois de me dire, par exemple, je crois quand j'étais chez Dupont, on me dit mais en quoi Dupont? Enfin, qu'est-ce que Dupont pourquoi avoir besoin d'un directeur ou responsable juridique? C'est quoi Ah bon, pour les contrats, oui, mais c'est que ça. Vous voyez? Donc, alors c'était assez drôle parce qu'ils me disent ah d'accord, tu fais ça? Ah ouais. Cette interrogation un petit peu de c'est hyper intéressant, mais en fait ça fait quoi un responsable juridique ou un juriste ou voilà. Et alors j'essaye d'être très didactique, comme quand j'expliquais à mon fils, parce que autant lui, il est fils de 2 avocats, il sait très bien ce que font les avocats, autant les juristes, responsables juridiques, directeurs juridiques, c'est un peu plus abstrait pour lui, parce que il nous a vu plaider, il est allé, très souvent voir son père en audience, sa mère un peu moins parce qu'il était petit, mais c'est vrai que directeur juridique, ça lui parle beaucoup moins. Donc c'est quelque chose de très abstrait. Donc j'essaye d'être très pédagogue sur le métier que je fais. Et je pense d'ailleurs, je crois avoir vu là il y a pas très longtemps sur LinkedIn un confrère qui propose d'aider une sorte de service marketing pour les avocats. Et il y a quelqu'un qui a commenté en disant un service marketing pour les directeurs juridiques. Je pense que ça pourrait être utile parce que on n'a pas encore trouvé les mots pour expliquer de manière très très pragmatique, didactique, ce que fait un directeur juridique. Cela étant, Swazik, tu vas peut-être me confirmer ça, mais on en parlera plus tard. On était un peu avant les empêcheurs de tourner en rond. Maintenant, on commence à nous percevoir un peu différemment. Mais il y a encore du travail. Oui, tout à fait. Mais voilà. Sur la question de qu'est-ce que tu fais dans la vie,
quand on dit je sécurise les intérêts d'une entreprise, c'est aussi abstrait. J'ai pas de comparaison, mais ou dire je fais des contrats, ça reste très abstrait en fait. Complètement. Donc, et j'ai pas trouvé une vraie définition de mon travail, hormis couteau suisse, mais. Eh ben, je suis d'accord, et c'est pour ça que le côté un petit service marketing pour vendre notre quand on a une équipe ou même quand on est tout seul, je trouve que ça pourrait être utile parce que je le dis souvent, je le disais déjà des avocats du temps où je faisais partie de cette famille, qu'on sait pas très bien se vendre et se défendre nous-mêmes. Je parle de la profession, et je pense que les juristes c'est un peu pareil, c'est qu'on a l'habitude de défendre les intérêts de la société dans laquelle on est. Mais vendre nos services et dire bah voilà moi je fais ça, c'est quelque chose qui est encore pas en tout cas pas ancré dans l'esprit, je dirais, français. Je pense que alors pour avoir travaillé, on va y revenir dans une la Vallée Village, c'est anglo-saxon, ça vient d'Angleterre à la base, où là pour le coup vous êtes vraiment dans un monde opposé, c'est-à-dire que rien ne se fait si le légal ne l'a pas validé. Rien. Donc après, voilà, il y a peut-être un équilibre parfois, mais on est vraiment dans un autre état d'esprit par rapport à la France. Encore une fois, la France change quand même. Je trouve, moi, depuis 17 ans maintenant que je suis dans la vie active, je trouve que ça change, mais on a encore un peu de travail. Donc, mais pour rebondir, pardon, sur ce que tu disais, je pense qu'il y a 3 axes pour que l'image de la direction juridique change, même si elle change au fur et à mesure. C'est est-ce que toutes les directions juridiques ont défini leur offre de service ? Parce que la plupart du temps, les opérationnels, les clients internes, on les appelle comme on veut, ne savent pas ce que font leur direction juridique. Ouais. Il y a aussi une question de personnalité. Ça, on n'y peut rien. Ouais. On est à l'aise dans la communication ou pas, on sait faire passer les idées ou pas. Et ensuite, il y a un 3e axe, c'est savoir, pour les juristes, se placer à la place des opérationnels, d'où l'importance et la montée en puissance du legal design. Absolument. Et une fois que ces trois axes-là seront bien mis en place, je pense que l'image changera, pardon. Et on saura peut-être mieux répondre à la question, pour rebondir à ce que tu disais en début d'épisode, mais je peux le faire ou je peux pas le faire en fait, parce que c'est ça en fait moi qui m'intéresse. Bien sûr, le reste oui, c'est ça qui compte, c'est je vais le faire et dans quelles conditions et quand. Ouais, exactement. Et puis surtout si tu pouvais me répondre demain, ce serait top. Allez, bonne soirée. Allez. Voilà. c'est mes échanges avec Swazik. Non, c'est pas vrai. Ça semble non, c'est vrai pas fait encore. Alors. Bah alors. Pourtant, c'était qu'un petit contrat. Alors, évidemment. C'est ça, c'est un petit peu ça. Donc voilà, j'intègre. Voilà, là je suis dans cette fameuse poissonnerie. Donc c'est pour répondre à votre question, c'est super chouette de devoir discuter avec des gens dont les préoccupations sont pas du tout les mêmes. Et d'ailleurs, c'est une entreprise, donc il y a des coups de stress, des coups de bourrin, etc. Mais ils sont pas du tout les mêmes. Ça me confirme quand même dans l'idée que je suis pas du tout faite pour être commerçante. On va pas se mentir. C'est-à-dire que moi, la relation à la clientèle, c'est pas mon truc. Mais on dirait pas pourtant, Johanna. Parce que je parle beaucoup. Bienvenue au club. Non, je sais pas. Pendant nos premiers échanges, il y a quelques mois, je me suis sentie tout de suite à l'aise en discutant avec toi. Comme si on avait déjà échangé à plusieurs reprises, qu'on s'était déjà vu à diverses occasions. Donc, t'as ce contact très facile avec des gens que tu ne connais pas. Oui. Ça, il y a pas de problème. Je suis pas timide, j'ai pas la langue dans ma poche. En revanche, le côté, parce que quand vous avez une cliente qui est mécontente, etc., il faut savoir faire preuve. Et alors, eux, ils sont très très forts. Je me laisse pas complètement faire non plus, parce qu'il y en a qui essayent de pousser et même limite d'être malhonnête, mais avec garder son calme, etc. Moi, il peut m'arriver de m'agacer. Donc, et je ferai pas ça toute la journée, en fait. Vous voyez, mais c'est ce sens du service, moi, je suis vraiment admirative de ça. C'est un métier qui est très dur. Moi, pour le coup, je suis dans le commerce de bouche là aujourd'hui, et je l'étais avant d'intégrer la maison Kayser. Et ce sont des métiers qui sont difficiles parce que vous avez la clientèle, qui peut être parfois extrêmement tendue. En plus, on est dans une situation actuelle que l'on connaît tous et qui est pas évidente. Donc non, oui, j'ai le contact facile, mais non, c'est pas un métier qui est fait pour moi. Ça c'est très clair. Et donc donc j'intègre en juin, donc juste après le déconfinement.
En juin 2020, j'intègre cette belle maison qui est la maison Kayser, que je ne présente pas du coup, puisque vous avez déjà tenté d'obtenir des pâtisseries et du pain, mais vous les aurez, promis. On n'a pas dit notre dernier mot, c'est ce que j'allais dire. Vous avez bien raison. Non, mais vous aurez bien raison. Et puis quand même, on a des super bons produits, donc je ne peux que vous franchement. Je vous comprends. Ce qu'il y a, c'est que quand il y en a trop qui traînent au bureau, c'est pas bien non plus. Rapport au grignotage et aux gourmandises, c'est pas bien non plus. Ça va être très compliqué. Ah oui, c'est difficile. Surtout quand Monsieur Kayser vient dire, tenez, vous voulez du pain, vous voulez ça, goûtez ça. Et là, on peut pas dire non. Monsieur Kayser, j'en ai déjà mangé. Non, mais goûtez. Voilà, pour donner son avis, etc. Donc voilà. Donc là, j'ai intégré la maison Kayser en juin 2020 en tant que directrice juridique. Et là, c'est pareil. On est toujours dans du couteau suisse. Vous quittez un monde moi, j'étais chez Dupont dans un monde et à la Vallée, c'est le monde du luxe. Donc, vous fréquentez des partenaires qui sont pas les mêmes que ceux que vous avez là, puisque là, on a une partie artisanale, etc. Donc, c'est pas du tout les mêmes types de clients. Je trouve ça extrêmement intéressant. Et donc, je réitère ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que c'est un monde qui est qui est difficile. Le monde, ça travaille beaucoup. On travaille, c'est un vrai sens du service et du vraiment de l'effort, parce que ça travaille beaucoup, mais avec ce sens de la clientèle qui est extrêmement important. Et alors vraiment là pour le coup je le sens. Et donc voilà, cette maison, donc on est peu nombreux au siège, en fonction, ce que j'aime pas le terme, mais c'est un petit peu le cas, en fonction support. Et là j'y suis depuis bientôt 1 an. Évidemment il y a encore plein de choses que je découvre tous les jours. Et voilà pour la présentation extrêmement courte et brève que je viens de... Alors, franchement, Johanna, je pense que tu bats le record de la présentation la plus courte depuis le début de Parole de Juriste. C'est ce que j'allais dire. Je m'en doutais un peu. C'est un beau challenge quand même. Non. Très très clair comme présentation et très complète. Et en plus, moi je suis très contente encore une fois de t'avoir avec nous parce que j'attends beaucoup de cet épisode parce que j'ai pour objectif de l'envoyer à une amie qui vient de passer, qui a passé le CAPA, qui va passer le CAPA, pardon, et qui va devenir avocate et qui se demande encore si elle doit devenir, elle peut devenir autre chose qu'avocat parce qu'elle se pose plein de questions sur son métier. Et donc en fait, t'as beaucoup d'attentes derrière cet épisode, Johanna, donc j'espère que tu te rends compte. Pas de pression. Ok, voilà, donc sache-le. Très bien, avec plaisir, avec plaisir. Et avant de devenir une avocate et une directrice juridique passionnée et passionnante, est-ce que tu te souviens de ce que tu voulais faire quand tu étais enfant ? Écoute, sans doute, je pense que, et ça c'est un truc que je ne lâcherai pas, je pense que je voulais travailler avec les animaux. Donc en fait, rien à voir avec la choucroute, on est d'accord. Je n'ai pas le souvenir, là, je vais pas vous mentir. Alors j'en ai autour de moi, j'ai une de mes meilleures amies qui est pénaliste et qui m'a toujours dit qu'elle, depuis qu'elle a 6 ans, elle veut défendre alors soit la veuve et l'orphelin, soit celui qui a un petit peu fait du mal à la veuve et l'orphelin. Mais pour le coup, je vais pas vous mentir, je n'ai pas cette vocation-là. Non, j'ai pas le souvenir. Je pense que j'avais toujours mon attirance pour les animaux et en fait, je ne suis pas arrivée. Alors en plus, vraiment pour la petite histoire. Alors Selma, tu es trop jeune pour comprendre, mais sois-y que tu vas savoir. Quand on avait notre bac, à l'époque, on passait notre bac. J'ai quand même eu mon bac en 95. Il fallait, une fois que vous aviez votre bac, valider les vœux qu'on avait fait à l'époque sur le Minitel. Tout à fait. Voilà. C'était, je me souviens plus le nom du truc, mais vous deviez, une fois que vous aviez validé, vous avez votre petite collante là, valider les vœux que vous aviez formulés. Et donc moi à l'époque, j'avais formulé des vœux, j'avais pas du tout mis fac de droit, pas du tout. Mais je pense que à l'époque, je pense que j'étais plutôt partie pour être sur une Hippocagne, Cagne, Sciences Po ou quelque chose comme ça, parce que j'avais envie de voyager. Parce que de par ma famille, mes origines très très mélangées, éparses, je voulais un métier dans lequel on pouvait voyager. J'avais pas vraiment d'idée arrêtée sur ce que je voulais faire. Et donc pour la petite histoire, je suis extrêmement fière. Nous sommes en juillet de 95 et je suis super contente. Je mets l'ode à la joie sur mon répondeur, parce qu'on avait donc un répondeur, et j'oublie de confirmer mes vœux. Donc je me retrouve sans rien. Nous sommes en juillet 2000.
95, pardon, et je n'ai rien. Donc, je me retrouve un petit peu paniquée. Ma sectorisation, alors à l'époque, il y avait une histoire de sectorisation, m'amenait sur Nanterre, mais en fait, j'avais déménagé. J'ai pu, en bataillant, intégrer finalement la fac de droit d'Assas, et donc je suis arrivée là, complètement par hasard en fait. En me disant bon, allons-y. De toute façon, le droit, ça ouvre quand même une culture, quelque chose qui nous amène un petit peu à tout derrière, parce qu'on a beaucoup de gens autour de nous qui ont démarré par du droit et qui ont fait autre chose derrière. J'en ai plein autour de moi. Donc je me suis dit allons-y. Et puis j'arrive donc première année de droit. Bon, moi je suis une élève plutôt consciencieuse, studieuse. J'en fais pas des tonnes non plus, mais voilà, j'ai formation un peu scolaire, donc j'y vais. Et ce que j'ai toujours reproché à la fac, et je pense que les écoles de commerce sont bien en avance sur nous, alors ça commence un peu à s'améliorer, mais en tout cas à l'époque, de toute façon, vous arriviez à la fac de droit, c'est pas compliqué, hein, c'est soit vous êtes avocat, soit rien. Parce que de toute façon, vous n'avez pas d'orientation, vous n'avez pas un service qui vient vous dire faites ci, faites ça. Je parle de ça il y a quelques années. Et en gros, la voie du roi, c'était vous allez être avocat. On avait une idée à l'époque où le juriste c'est celui qui a raté le concours, un peu comme le pharmacien c'est celui qui a raté médecine. Et on était un petit peu dans cette idée-là à l'époque. Et vous aviez pas d'abord aucune obligation de suivre des stages, c'est-à-dire que moi j'arrive, je suis élève avocat, donc j'ai intégré le FB. Je n'ai jamais mis les pieds en entreprise ni en cabinet d'avocat, ce qui est quand même hallucinant quand on voit qu'aujourd'hui les écoles de commerce sont déjà quasiment dès la première année obligées de mettre un pied en entreprise. En tout cas, ils ont un schéma, on va dire un espèce de bilan à moyen terme de je veux intégrer tel service de telle entreprise, etc. pour faire ci, ça. Et même pas un stage d'observation Rien. Ou... Non, t'as rien. Ok. Ouais. 0. Regarde, moi j'ai fait un DEA. Et DEA, t'as pas de stage. Donc je suis arrivée, voilà. Mon premier stage, c'était après Bac+5. C'est ça, Okay. C'est ça. Et donc, Bac+5, vous êtes déjà un juriste. Donc vous avez déjà une vraie valeur ajoutée, sauf que vous ne connaissez rien au fonctionnement d'une entreprise ou d'un cabinet d'avocat. Vous ne savez rien. Et donc, alors moi, j'ai pris un peu mon temps dans mes études, donc je me suis un peu entre guillemets forcée, et j'avais beaucoup d'avocats autour de moi, donc j'ai un petit peu mis les pieds dedans. Alors pas avant la licence, donc licence ancienne, c'est-à-dire 3 ans. Donc j'ai mis un peu les pieds dans. J'ai fait des stages par moi-même en cabinet d'avocat. Je suis même partie au Brésil, donc là où ma famille est. Donc je suis partie à Rio. J'ai fait un stage de 6 mois en cabinet d'avocat. Un cabinet d'avocats très orienté français d'ailleurs, donc voilà, qui m'a permis de voir un peu comment fonctionne un avocat, qu'est-ce que c'est que le statut de collaborateur, etc. Parce que sinon, vous ne connaissez rien. Vous arrivez, vous avez plein de connaissances théoriques, mais dans la pratique, vous savez pas du tout comment à qui ça peut servir et comment présenter votre valeur ajoutée. Et comme en plus on vous prépare pas aux entretiens, enfin voilà, et que les cabinets d'avocats ont des process de recrutement, mais qui à l'époque n'étaient pas du tout comme aujourd'hui, parce que je pense qu'aujourd'hui les cabinets d'avocats sont beaucoup plus structurés dans les process de recrutement. À l'époque, vous aviez un avocat, un associé, vous le rencontrez, ça le fait pas. Mais on ne sait pas comment se présenter, on ne sait pas quelle est notre valeur ajoutée. On présente vaguement les stages si on en a fait. Voilà, c'était un petit peu une nébuleuse. J'ai continué, mais voilà, j'ai fait mes stages et j'ai pas eu le CRFPA du premier coup et j'ai intégré donc le FB donc qui est l'école d'avocat à Paris et j'ai fait mon premier vrai stage en cabinet avocat, mes stages avocat où vous êtes déjà un quasi confrère quand même, parce que vous pouviez déjà plaider. À l'époque, il y avait certains confrères un peu sympas qui vous envoyaient plaider devant les tribunaux de commerce ou des trucs comme ça, parce qu'on est quasiment avocat à ce moment-là. Et voilà, moi, ma vocation, elle est née avec le temps. C'est une matière que je trouve extrêmement intéressante. Et riche en, ça évidemment vous le savez, riche en changement, donc on évolue tout le temps. Aujourd'hui, je rejoins un peu Selma par rapport à ta demande, par rapport à ta copine. Aujourd'hui, c'est ça qui est merveilleux, c'est que moi je suis admirative des jeunes. Quand je parle de jeunes, c'est des jeunes qui créent des startups, etc., qui ont des milliards d'idées à la minute. Bon, Thomas n'est pas un jeune, mais il a plein d'idées. Il est un peu moins jeune que ceux auxquels je pense, mais il a quand même des milliards d'idées à la minute, je pense. Et en fait, avant, il y avait une espèce de scission entre tu veux être avocat, ok, tu fais ça. Tu veux être juriste, bon, c'est un peu la voie un peu moins
moins reluisante, et donc tu vas directement en entreprise. Je pense que c'était une vision très très manichéenne des métiers du droit. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que les juristes d'aujourd'hui, ils ont des milliards de clés à leur couteau. Je sais pas comment on peut l'expliquer, mais voilà, ils ont une énorme valeur ajoutée. C'est pas parce qu'un juriste n'a pas été avocat avant qu'il est pas aussi performant et business partner qu'un avocat. Aujourd'hui, moi surtout, je suis extrêmement admirative de ces nouveaux métiers qui naissent. Les legal ops, par exemple, c'est quelque chose que j'avais jamais entendu parler de ça, le legal design, etc. Je trouve que voilà, la jeunesse fait les choses de manière absolument géniale, et je dis bravo à la jeunesse pour ça, pour plein de raisons d'ailleurs. Hein. Je suis admirative de la jeunesse, et donc voilà, je trouve qu'il y a plein de nouveaux métiers que je ne connais pas. Aujourd'hui, je pourrais pas en parler. Je ne les fréquente pas non plus, mais je dis que voilà, les métiers du droit se démultiplient, et je trouve ça absolument merveilleux. Voilà. Et pour revenir sur ton expérience d'avocate, comment on se sent la première fois où on porte la robe d'avocat et la première fois où on fait la première plaidoirie? Alors, ce qui est génial en fait ce que j'adore dans cette profession, c'est qu'il y a quand même un formalisme et un protocole à respecter. Et moi, j'y suis assez attachée. C'est-à-dire que, alors évidemment, hein, on n'est pas non plus poussé à l'extrême, mais je trouve beau cette forme de formalisme et de protocole. D'abord, je trouve que moi je prône évidemment l'ancien palais de justice, hein, que j'ai pas connu le nouveau. Donc je trouve ces salles d'audience absolument merveilleuses, que ce soit à Paris ou en région. Mais je prône ce formalisme. Je trouve que cette robe a plein d'histoires d'ailleurs, et je m'amusais quand j'étais avocat et que j'avais des stagiaires à expliquer. Je faisais la visite secrète du palais de justice parce qu'il y a plein de petits couloirs, on connaît pas. Il y a des histoires de festes, des histoires de cachotterie, de coucherie, de machin, et c'est absolument génial. Le palais de justice, il y a quand même des monstres d'histoires qui sont passés par ce palais de justice, et cette robe emporte toute la symbolique, et donc pour la petite histoire, quand vous êtes, alors à l'époque, je sais plus comment ça se passe, vous allez acheter votre première robe d'avocat, vous allez prendre les mesures, alors vous allez dans les maisons assez connues, très anciennes, très 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 protocolées justement, et vous choisissez, donc on vous prend les mesures, c'est une robe qui est un peu faite sur mesure, moins qu'avant, mais voilà, vous choisissez les boutons, quel type de rabat vous voulez, est-ce que vous êtes docteur en droit, pas docteur en droit, vous êtes parisien, vous n'êtes pas parisien, parce que tout ça est extrêmement formaté, et la première fois que vous allez la chercher, mais moi je m'en souviens encore, c'est un moment où vous allez l'essayer, mais vous êtes comme une pile. Évidemment, généralement, il y a forcément, un peu comme une robe de mariée, il y a forcément un papa ou une maman derrière qui va prendre une photo, hein, parce que c'est obligatoire, ça avec la prestation de serment également, et la première fois qu'on la met, on se dit, ouais, là, j'ai mon armure. Parce que c'est une vraie armure pour moi. Mais pas une armure dans le sens forcément pour se battre, mais ça permet en fait, le métier d'avocat, vous vous emballez, vous plaidez, vous pouvez vous mettre en colère, hein, dans les prétoires, et puis, mais ça, vous revêtissez la robe pour ça, pour défendre votre client, votre situation, etc. Vous allez vous engueuler avec le confrère, et puis vous sortez d'audience de la salle, vous enlevez votre robe, on va se prendre un café. Vous voyez, c'est exactement ça. Donc ça, ouais, les clients, moi, m'ont toujours dit, mais attendez, vous venez de quasiment vous mettre sur la gueule avec votre confrère adverse, et après vous allez boire un café à la buvette du palais. Ben oui, parce qu'en fait, c'est ce que voilà, il y a une forme de théâtralité dans cette profession que moi j'adore. Un jour, quelqu'un m'a posé la question, m'a dit, mais t'aurais dû faire du théâtre. Je lui ai dit, oui, enfin je voulais gagner de l'argent, donc j'ai préféré être avocat. Mais il y a un peu de ça, il y a de la théâtralité, il y a les fameux jeux de manches, etc. Donc vous arrivez, vous avez votre première robe, donc c'est super, vous êtes absolument ravis, et puis arrive la première audience un peu importante. Alors moi en plus j'ai démarré à Orléans, comme je vous l'ai dit, et j'ai démarré dans une structure assez importante quand même d'ailleurs pour le barreau de l'époque, parce qu'ils avaient 4 associés, ce qui est assez gros. Et mon maître de stage, alors c'était à l'ancienne, c'est hop, il me balance le dossier, il me fait, tu plaides dans 1 heure.
Tu te débrouilles. Voilà. Donc là, il y a des grands moments de solitude, des grands moments de sueur froide. J'ai eu quelques moments de sueur froide, des plaidoiries où vous sortez de là, vous éclatez en sanglots en disant mais qu'est-ce que c'est que ce métier? Je suis pas faite pour ça. Et puis vous y allez, hein, vous continuez. C'est un métier qui est dur parce que les magistrats parfois vous font pas de cadeaux, les confrères ne vous font pas de cadeaux. La déontologie, vous voyez, la confraternité, la déontologie, c'est quelque chose au moment de vos études à l'EFB, enfin de votre année, maintenant c'est 18 mois, mais à l'époque c'était 12 mois. La déontologie, c'était quelque chose de très important. Il y a même un examen à part qui est l'examen de déontologie, parce que je pense que les confrères plus anciens se rendent compte que voilà, ça manque un petit peu parfois de déontologie entre confrères, et c'est extrêmement important aujourd'hui, je trouve. Et c'est ça qui rend le métier ensuite praticable. C'est quand vous respectez en tant que confrère, etc. Donc c'est un métier qui est très dur. C'est un statut qui est pas toujours évident. Parce que voilà, la liberté d'être indépendant et d'être une profession libérale vous l'imaginez, hein, son pendant positif de cette indépendance, de cette clause de conscience, par exemple, de refuser de prendre un client parce que non, ça heurte vos convictions. Mais après, voilà, ça peut être des mois de disette parce que vous avez moins de clients, ou ça peut être, vous travaillez jour et nuit, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Mais justement, j'allais t'en parler, Johanna. C'est un métier qui est extrêmement compliqué, en tout cas de ce qu'on en entend. Le fait de cravacher très dur en cabinet, de sortir tous les soirs à 21h, 22h, de pas nécessairement toujours avoir la possibilité de développer sa clientèle personnelle. Enfin, il y a quand même pas mal de choses parfois un peu négatives sur la profession. Est-ce que c'est une réalité? Comment toi tu l'as vécu, et est-ce que tu as pu justement quand même t'en sortir pour faire ton trou d'une manière ou d'une autre et développer ton portefeuille de clients? Alors moi je viens de cabinets qui sont qui sont, je ne sais pas, mais en tout cas qui étaient assez franco-français, petite structure où c'est vraiment une manière de gérer les clients, les temps de facturation, etc. Pas du tout comme des cabinets un petit peu plus grands, notamment des cabinets anglo-saxons. J'ai pas évolué dans ces milieux-là, donc c'est d'ailleurs moi pour moi ça avait atteint cette limite, c'est que ces cabinets anglo-saxons effectivement demandent énormément aux jeunes confrères, et là vous avez effectivement des closings ou des trucs comme ça, vous avez des confrères qui vont pendant 2 mois terminer à minuit 7 jours sur 7. C'est pas forcément moi ma vision du métier, parce que moi j'avais une clientèle alors pas forcément de particulier, mais une clientèle qui ne demandait pas ce genre de choses, ou qui n'avait pas forcément les moyens de rentrer d'avoir comme avocat des cabinets aussi gros, structurés, avec des départements, etc. Moi, je viens pas de ce type de cabinet-là, et j'ai jamais été attirée par ce type de cabinet-là, parce que j'ai besoin, moi, à mon niveau, d'être en relation avec le client. Et on va pas se mentir, quand vous êtes jeune confrère, 2, 3 ans, 4 ans d'expérience, voire plus, dans des énormes structures, c'est pas tout de suite que vous avez une relation à la clientèle, à moins d'avoir un associé particulièrement qui vous emmène en fait dans le dossier dès le début. Moi à l'époque, mes amis qui étaient dans ce type de structure-là avaient juste l'impression d'être ce qu'on appelle des timesheets, quoi. C'est-à-dire vous rentrez vos temps et ça n'allait pas au-delà, et c'était ce que moi je voulais pas avoir, le manque de relation avec la clientèle. Et puis pas une vision globale du dossier aussi. Enfin, moi, je me souviens d'amis qui étaient dans des énormes cabinets d'avocats et ils travaillaient sur une partie de la question du client. Du coup, ils savaient pas ce que ça devenait, en fait. Absolument, absolument. C'est un peu ça. Et en fait, en plus de ça, je trouve que ce serait extrêmement intéressant pour des jeunes de savoir. Vous voyez, le premier rendez-vous où vous avez un avocat qui reçoit pour la première fois son client. Le client est un peu désemparé ou pas. Alors, je parle vraiment de clients où c'est le chef d'entreprise, par exemple, qui a une problématique, il sait pas comment la gérer, et c'est, à mon avis, extrêmement formateur de voir comment un avocat un peu expérimenté reformule les questions pour essayer de d'abord identifier avec le client ce dont il a besoin, parce que parfois le client arrive en disant
je veux faire ci, ça, ça, j'ai besoin de ci, ça, ça. Et puis en fait, vous discutez, vous creusez la question et vous apercevez qu'en fait, il y a une solution qui est beaucoup plus adéquate pour sa situation, mais que lui ne l'a pas forcément envisagée parce qu'il ne la connaît pas, il ne sait pas que ça existe. Normal, c'est pas son métier. Et pour un jeune confrère, je pense que c'est ça qui est extrêmement formateur, c'est la relation au client, parce que c'est là où moi, quand je suis passée de avocat à juriste, mon dernier cab, je vais en reparler encore parce que Valérie va m'écouter. Valérie Morales, j'ai intégré son département, donc c'est le cabinet Marvel. C'est la dernière structure dans laquelle j'ai évolué et je l'ai déjà désignée comme étant un génie. Cette femme est un génie. C'est-à-dire que moi, je l'ai vue traiter des dossiers d'une complexité que franchement, moi, je me disais, je n'y arriverai jamais. Et elle avait une plume tellement extraordinaire qu'elle arrivait à rendre dans ses conclusions notamment, le dossier, mais d'une limpidité et c'est évident, bien sûr, le magistrat, il ne peut dire que ça. Et en fait, cette structure-là, on avait une clientèle un petit peu plus costaud, et je me souviens d'avoir discuté avec une juriste ou responsable juridique, donc moi en tant qu'avocat, et elle me disait, non mais attendez, c'est bien mignon vos consultations, mais vous savez pas, vous, en termes de process en interne, ce que nous, ça implique, parce que c'est une consultation, c'est de la théorie, c'est beau, etc. Vous avez une petite recommandation à la fin, mais c'est déconnecté, en fait, de leur sens des priorités parce que vous n'êtes pas dedans. Et c'est pas votre rôle. On est d'accord, hein, c'est pas votre rôle. Vous ne connaissez pas le modus operandi au sein de la société qui est votre cliente. Et donc, vous donnez votre recommandation, vous faites votre recommandation en respectant les tenants et les aboutissants, mais après il faut la mettre en pratique, et parfois c'est là où il y a un monde qui se crée entre l'avocat et le juriste, qui lui va traduire en gros ce que dit l'avocat et va essayer de le mettre en pratique dans sa structure. C'est pour ça que c'est toujours très intéressant d'avoir un juriste en interne quand vous êtes avocat, parce qu'il va pouvoir vous dire non, ça c'est impossible, ça ne marchera jamais pour telle et telle raison. Et je pense que c'est très formateur pour un avocat, un jeune avocat, d'essayer de faire comprendre à son client ce dont il a besoin, de l'amener en lui disant voilà, est-ce que ça, si je vous propose ça, est-ce que ce serait faisable, etc., parce que cette option-là me semble un peu compliquée, etc. Et donc ça c'est quelque chose que malheureusement moi, à mon époque, en tout cas, il n'y avait pas dans les structures un peu plus importantes, en tout cas selon les paroles de mes amis qui travaillaient dans ces structures-là et qui travaillaient quasiment jour et nuit. Ok, très clair. Et justement, après ces 7 ans d'exercice de la profession d'avocat, tu décides de quitter la robe et tu rejoins le Tanner, donc tu nous en parlais tout à l'heure. Et j'ai écouté ton podcast chez Anomia, il me semble, avec nos amis d'Anomia, et tu te confiais justement sur le fait que tu ne voulais pas monter ta propre structure d'avocat, ton propre cabinet, et que l'entrepreneuriat n'était tout simplement pas fait pour toi. Et aujourd'hui, on vit justement dans un monde où dire que l'entrepreneuriat n'est pas fait pour soi, c'est un peu mal vu, parce que on glorifie l'entrepreneuriat et on considère justement que ça peut être une tare ou un échec si on est un avocat de pas ouvrir son cabinet au bout de 5 ans, 4 ans ou peut-être 10 ans. Est-ce que tu peux nous parler de cette période et de ce choix que tu as fait? Oui, alors ça a été une période, un choix et personnel et professionnel. Moi, j'ai rencontré le père de mon fils à l'école d'avocat, et lui, à ce moment-là, exactement, montait sa structure. Pour le coup, lui, il avait un état d'esprit, je veux être indépendant. Il avait, la collaboration, c'était même pas son truc. Il avait vraiment envie de développer sa structure, d'être totalement indépendant, de choisir sa clientèle, etc. Parce que lui aussi a des origines étrangères, donc en plus, il avait envie, de développer quelque chose de plus international. Et moi, en fait, et c'est là, alors, je rejoins ce que tu dis, Selma, c'est que c'est pas forcément très vendeur de dire moi j'ai pas envie de monter ma boîte, mais à la limite je pense que c'est aussi faire preuve d'humilité que de reconnaître ses limites, parce que un cabinet d'avocat c'est une entreprise comme une autre, d'ailleurs avec des managers qui à l'époque ne savaient pas manager des équipes, maintenant je pense qu'ils se forment un petit peu plus, mais c'est une vraie entreprise. Autour de moi j'ai des avocats des amis qui sont avocats, qui ont des structures qui réussissent, mais parce qu'en fait ils sont non-stop à faire pas du démarchage, parce que c'est un terme qu'on peut pas trop utiliser
utilisé, mais voilà, une relation clientèle extraordinaire. Je pense à un en particulier. Du coup, il cultive en plus une relation presque amicale avec ses clients, qui en apporte d'autres, etc., etc. Et ça, c'est un état d'esprit que moi je n'ai pas. Donc, je préfère me dire que je vais faire de l'intrapreneuriat, c'est-à-dire, je préfère accompagner un chef d'entreprise qui va avoir une vision à 2, 5, 10, 15 ans pour sa boîte et dire, moi, je vais vous accompagner évidemment sur tel domaine. Et en interne, créer un département, le constituer, mettre des process en place, etc. Enfin, tout ce que les directions juridiques, d'ailleurs, commencent à créer de plus en plus. Mais en tout cas, pour les petites comme la mienne, c'est des choses à mettre en place. Et je trouve ça extrêmement intéressant. Donc, c'est une mini-entreprise, mais vraiment dans le sein d'un projet commun. Et moi, j'adore l'idée d'un projet commun et d'intégrer en fait des équipes qui ont envie de travailler dans le même objectif. Et moi, donc chacun avec sa casquette d'expertise, accompagner le chef d'entreprise. Et en fait, là-dessus, je me suis jamais menti. C'est que je me suis toujours dit, d'abord, il faut savoir gérer l'inconnu, l'incertitude. C'est pas quelque chose que moi je sais forcément très bien gérer, quoique. Maintenant, avec l'âge, j'arrive à mieux gérer, mais quand même, ça demande une force mentale et une espèce de confiance en l'avenir que peut-être j'avais pas à l'époque. Et j'ai pas regretté. En fait, une seule fois. Globalement, de toute façon, moi, quand je m'en vais, je ne regrette jamais rien. Je me retourne jamais parce que c'est des choix de vie que j'assume. Et j'ai jamais regretté du tout. Et j'assume totalement le côté non entrepreneuriat. Je trouve qu'il y a des gens extraordinaires tous les jours qui créent des entreprises avec des milliards d'idées, des jeunes de 18 ans qui font ça. Moi, je suis admirative, mais c'est pas ma force à moi. J'en ai d'autres, mais c'est pas celle-ci. Et donc, si on se remet à cette période-là, où tu annonces à ton entourage familial que, en fait, tu quittes la robe, enfin, tu laisses tomber l'avocature pour aller en entreprise. Comment ton entourage l'a pris? Parce que j'imagine que être avocat, c'est quand même hyper métier aussi. C'est bien vu, c'est un beau métier, un noble métier. Social. Le vernis, oui, complètement, le statut social. Comment réagit ton père, ta mère, Comment je vais pas pouvoir dire, je vais plus pouvoir dire à mes amis que ma fille est avocate. Il y a un peu ça. Je vais plus pouvoir fouiller. Il y a un petit peu de ça, parce qu'effectivement, voilà, le statut social de t'es avocat, etc. C'est un peu dommage. Autour de moi, après, il y en a qui ont rigolé en disant, tu vas voir, tu vas gagner plus en travaillant moins. Et donc, tu vas prendre le temps le matin de prendre le journal, prendre un petit café, faire ta pause et tout. Ouais, alors. Ça, c'est dans la théorie, parce que Swazik, je pense que tu vas pouvoir le confirmer. Moi, j'ai pas vu des juristes qui font du 9h 17h en faisant une pause à 11h et une autre à 16. Moi, je connais pas. Non, mais j'aimerais bien les rencontrer, juste pour qu'on échange de place. Voilà, je veux bien. Comment vous faites? Parce qu'en plus, par les temps qui courent, on nous demande plus avec moins. Donc, autant vous dire que voilà, ça, j'en suis revenue. Bon, globalement, oui, il y avait un peu ce côté-là de la famille, genre tu vas plus être avocate. Les gens. Alors après, il y avait, et c'est là on en parlait off the record tout à l'heure, Swazik, c'est donc tu vas être juriste, mais en fait tu vas faire quoi? Voilà, c'est cette interrogation de ok, avocat on sait, mais juriste. Je vais passer mon temps à dire non. Voilà, non, c'est pas possible. Oui. On peut pas faire ça, c'est interdit. Voilà, donc globalement, c'est pas du tout l'objectif de ce podcast, en tout cas. C'est promouvoir cette image. Donc, rappelle-moi dans 2 mois, je serai dispo. Exactement. Donc voilà, donc il y avait un peu une interrogation sur quel allait être mon quotidien professionnel. Puis globalement. De toute façon, je m'en fiche un peu de ce que pensent les autres, donc voilà, j'y suis allée, on va dire, on va pas se mentir. Et puis j'ai adoré, voilà, j'ai adoré intégrer cette nouvelle famille, ce projet, je trouvais ça top. Et tu avais un secteur en particulier ou pas du tout? Pas du tout. Alors pour le coup, donc j'étais dans ma dernière structure. Pour le coup là, on travaillait. Le rythme était un petit peu hardcore. J'avais un bébé un peu. Oui, il devait avoir. Il était petit, donc voilà. Alors je veux pas me mettre dans ce cliché-là de je choisis de rentrer en entreprise pour travailler moins, parce qu'en fait c'est ce qu'on vient de dire. C'est pas du tout le cas. Mais le hasard a fait que voilà, je connaissais le responsable juridique de Le Tanner qui me dit moi je pars, ça fait 7 ans que je suis là, j'ai envie de partir, est-ce que ça te dit? Et moi j'y vais, je me dis
Oui, mais vraiment, qu'est-ce qui va les intéresser dans mon cursus? Et en fait, c'est un petit peu ça où bon, j'ai passé l'entretien, j'ai été prise, etc. Mais j'ai pris un petit break entre les deux et j'angoissais vraiment en me disant, mais je vais rien savoir faire, en fait, parce que je sais pas comment ça marche. Et effectivement, ça n'a absolument rien à voir. L'outil est le même, le fonctionnement, le mental reste le même parce qu'on sait un peu, voilà, comment marchent les contrats. Encore que moi, je faisais que de l'activité plaidante. Donc vraiment, j'étais dans une activité qui n'avait rien à voir avec le cœur de métier de le tanneur. Et je me suis dit, mais même moi, les contrats, j'en ai pas fait beaucoup. Le corporate, groupe coté, je sais pas ce que c'est. Une assemblée générale d'actionnaires, j'en ai jamais fait. L'AMF, vaguement entendu parler, mais voilà. Et donc très très stressée par ça. Mais alors pour le coup, j'avais un peu l'impression d'être une junior. Mais j'étais rattachée à une femme qui n'était pas juriste puisqu'elle est CFO et qu'elle est toujours d'ailleurs, Patricia, et qui m'a formée et qui m'a vraiment accompagnée sur la partie corporate, donc vraiment assemblée générale, etc. Parce que c'est très formaté, c'est pas très compliqué, mais c'est très formaté, faut pas se louper. Et puis sur la partie contractuelle, bon bah on apprend tous après, hein, voilà, ça reste des clauses contractuelles, on commence à, comment dire. On acquiert vite la mécanique quand ce sont des baux notamment, etc. Ça va assez vite. Et voilà, j'ai eu cette énorme chance, c'est que Patricia m'a vraiment formée. Je l'ai encore eu au téléphone hier soir d'ailleurs. Et ça a été ma chance parce que je pense que j'aurais pas même si on arrive avec 7 ans d'expérience comme avocat. Vous n'avez pas 7 ans d'expérience en entreprise, ça n'a rien à voir. Donc, on vous attend pas de la même manière. Alors, ce qui est assez drôle, c'est que je suis arrivée et donc on me présentait petit à petit et les gens me demandaient « Ah, mais tu viens d'où? Tu faisais quoi avant ?» etc. Et quand je disais bah, « J'ai lâché la robe, j'étais avocat », paf. Et là, il y a, vous savez, le statut qui se... Ouais. Ah, t'étais avocat. Ok. Voilà. Vous voyez, il y a cette espèce d'aura, et on en revient hein, à ce côté, on y revient, pardon, à ce côté vernis, c'est que le statut d'avocat, c'est un vrai statut. Voilà, c'est vraiment quelque chose, c'est une étiquette. Ensuite, vous êtes labellisé. Ok, toi, t'as été avocat. Et t'as pas été avocat pendant 6 mois. T'as été avocat pendant 7 ans, donc t'as eu quand même un peu le temps de voir un petit peu du métier. Et c'est vrai que ça, je l'ai perçu. Au sein de l'entreprise et puis surtout à l'extérieur parce que du coup moi j'avais toute une ribambelle de conseils externes qui nous accompagnaient pour un certain nombre de dossiers et c'est vrai que quand je leur disais je suis de la même famille, moi j'étais une consoeur il y a pas très longtemps, on parle le même langage, ça va un peu plus vite et je pense que d'ailleurs aujourd'hui c'est pareil Selma, on va y revenir, les entreprises apprécient en fait quand vous avez des avocats des juristes d'entreprise qui ont été avocats avant parce que vous parlez la même langue, vous savez lire des notes d'honoraires, vous savez voilà comment les avocats fonctionnent, etc. Même si la procédure change, etc. Aujourd'hui, moi, je parle la même langue avec les avocats qui travaillent pour nous à la Maison Kayser. Et ça, en fait, ce langage-là, on le perd pas, on le perd jamais. Johanna, est-ce que tu peux m'expliquer comment tu t'es préparée à cette période entre l'avocature et le moment où tu as rejoint le tanneur? Tu nous expliquais que tu étais un peu stressée, que ta CFO t'a formée, tu as eu plein d'angoisse. Est-ce que tu t'es préparée pendant cette période-là? Tu t'es formée par X ou Y moyen? Non, pas du tout. J'ai pendant les 3 semaines de break que j'ai eu entre dernier cab et première entreprise, je me suis acheté des livres sur la technique contractuelle, etc. que je n'ai pas ouvert bien sûr parce que c'était pareil. Complètement à rien. C'était quand même le moment des vacances, voilà. Donc j'ai plutôt essayé de me reposer. Bon, globalement. Je me suis beaucoup démerdée, beaucoup documentée en interne parce que ce qui est magique, voilà, parce que ça, on a aussi, en tout cas chez le tanneur, il y avait quand même pas une Contratech, mais enfin il y avait des modèles, etc. Donc au début, on dépatouille un peu, et donc non, je me suis pas vraiment formée. J'ai regardé ce qu'on avait fait l'année dernière, les années précédentes, et puis on finit toujours par voilà. Après, j'ai posé des questions bêtes comme toujours au début quand on arrive au sein d'une équipe, mais encore une fois, avec l'accompagnement de Patricia, je me suis formée
former from scratch sur différents métiers. Et puis j'étais quand même accompagnée par donc des conseils plus techniciens de certains domaines externes qui eux m'aidaient voilà sur certains sujets. Donc non, je me suis pas formée particulièrement. Et ça, alors comme j'intégrais une entreprise dans laquelle j'étais le couteau suisse, ça a un avantage et ça a des inconvénients. C'est que quand on est généraliste, on est spécialiste de rien. Donc vous avez des dominantes. Moi j'étais mon appétence elle était contractuelle et corporate avec le temps bien sûr. Mais du coup, c'est vrai que quand vous intégrez une boîte dans laquelle il y a un, voire deux juristes, donc par définition généraliste, vous touchez à tout. On vous demande pas de savoir de A jusqu'à Z la technicité d'une opération. Il y aura toujours un avocat ou un spécialiste externe. Donc, il faut avoir, à mon avis, c'est les meilleures qualités d'un juriste responsable juridique, en tout cas qui démarre un peu, c'est d'avoir les alertes qui s'allument en disant là, je le sens pas. Moi, je maîtrise pas suffisamment ce process ou cette matière-là, donc je préfère m'assurer derrière par un avocat, qui va me dire oui ou non si j'ai raison. Et puis après, sur le courant, on finit par apprendre avec l'âge, avec le temps, avec la maturité. Ce qui est important quand on est généraliste, à mon avis, c'est de savoir dire là, je sais pas. Parce que et pour moi c'est pas honteux de dire parce qu'on est généraliste on a des réflexes dans beaucoup de domaines, mais il y a des domaines qui sont extrêmement techniques et je pense que c'est très important de savoir dire à sa direction générale par exemple ou aux directions financières selon les questions, dire là voilà, moi j'ai des alertes sur ça, mais honnêtement, ça mériterait peut-être que on se fasse accompagner par quelqu'un qui sache parce qu'il y a un enjeu ou il y a un risque que moi j'ai potentiellement identifié. Pour moi c'est important et le rôle du juriste unique et responsable juridique unique, c'est de pouvoir dire. Évidemment, le tout venant, le machin, je peux le faire, mais quand on a des opérations un petit peu extraordinaires, j'accompagne la direction, mais j'accompagne également, je fais un peu le chef d'orchestre avec les conseils externes experts, et c'est moi qui fais, oui, ça, le chef d'orchestre un petit peu pour aboutir finalement à un projet que la direction attend. Et ça permet aussi, c'est ça qui est très intéressant, de faire la traduction entre la direction générale, ce qu'elle veut, ce qu'elle attend, quand, comment, pour combien, versus un confrère, enfin un conseil qui va vous dire alors ça c'est temps, voilà le calendrier, etc. Et de le traduire en disant non. Là, nous, au niveau opérationnel, il nous faut impérativement ça pour telle et telle raison, de telle manière, parce qu'on a des process en interne qui nécessitent telle et telle chose que l'avocat, forcément, ne sait pas. Sauf s'il accompagne évidemment l'entreprise depuis très longtemps, ce qui arrive aussi. Donc voilà, je pense que le directeur juridique ou responsable juridique unique, juriste unique, il a ce vrai rôle de traduction pour que un avocat devienne un business partner comme un autre. Mais aujourd'hui, ce qui est génial, c'est que moi je travaille avec des avocats qui sont déjà des business partners qui connaissent tellement bien leurs clients que eux ils savent exactement où veut aller leur client, donc le dirigeant, et ils ont déjà fait le switch entre l'avocat consultation, sa robe, etc. et l'avocat business partner qui va accompagner son client jusqu'au bout du processus et de l'opération en externe, mais finalement comme s'il était en interne. Ouais, moi j'ai une avocate quand je travaillais au sein du groupe SNCF qui était vraiment top pour ça. Elle connaissait bien au final les rouages de l'entreprise et du coup elle avait des réponses ultra opérationnelles et pas du tout des notes. Elle faisait pas du tout des notes de 15 pages pour me dire bah peut-être finalement dans cette hypothèse là. Elle était vraiment très très chouette. Voilà. Et ça aujourd'hui, alors je sais pas s'ils se sont formés ou etc. mais j'en ai de plus en plus et je pense que les avocats de l'ancien temps en droit commercial qui fonctionnent encore comme ça, je pense qu'ils ne peuvent pas aujourd'hui sans évoluer continuer d'avoir une clientèle prestigieuse et qui va leur être fidèle parce que quand vous avez face à vous effectivement le client qui dit l'avocat qui dit alors la jurisprudence dit que oui, alors le directeur général ou le président il s'en fout de la jurisprudence. Très clairement, il s'en fout. C'est oui ou c'est non. Voilà, c'est oui ou c'est non. Comment, quand, combien. Voilà. Donc ça, je pense qu'aujourd'hui, si ce type d'avocat n'évolue pas, je pense que ils peuvent pas aujourd'hui rester partenaires de boîtes qui en plus aujourd'hui les boîtes vont encore plus vite qu'il y a 10 ans. Donc c'est impératif de savoir faire preuve d'adaptation et surtout de opérationnalité immédiate.
Après, pour rebondir sur ce que tu disais, encore faut-il avoir le budget pour saisir un avocat et savoir l'évaluer sur un an. Mais Ah oui, parce que ouais. Avoir les réflexes, là pour le coup, je vais mettre ma casquette de responsable juridique unique. Oui, on peut les avoir, mais après, c'est vrai que c'est pas évident de dire est-ce que je peux le faire, est-ce que je peux saisir un avocat, à quel tarif. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu dans ce cas-là. Soit en étant unique, soit en étant dans une équipe. Hein. C'est pas. Ah, bien sûr. Après, voilà, faut savoir jauger. C'est-à-dire que c'est vrai que parfois, la direction peut ne pas mesurer la technicité d'un process, par exemple, ou d'une opération qu'il souhaite mener ou qu'elle souhaite mener. Et donc, forcément, quand on arrive et qu'on dit là, c'est technique, il faut quand même se baquer auprès d'un avocat. Parfois, ils peuvent se dire, mais en fait, je comprends pas. Si j'ai pris un juriste en interne, c'est pour que vous me fassiez ce genre de truc. Et c'est là où il faut faire preuve de pédagogie, de diplomatie, ne pas se dévaloriser non plus, parce que c'est pas le but. Mais bon, la plupart du temps, quand on est face à des dirigeants un peu chevronnés, ils connaissent déjà un petit peu les opérations qui peuvent exister et ils peuvent comprendre que le juriste unique ne puisse pas mener à bien, d'abord parce qu'il y a l'opération plus le tout venant, hein, parce que évidemment, encore une fois, il faut faire plus avec moins. Donc le juriste ne travaille pas de 9h à 17h, on l'a dit tout à l'heure. Donc et quand il est un petit peu malin, il comprend que voilà, et que c'est une solution de précaution, pas uniquement pour faire dépenser de l'argent à la société, mais que c'est nécessaire et que ça rend pas pour autant son job sans valeur ajoutée, bien au contraire à mon avis. Complètement. Et du coup, t'as passé, on va dire, une petite dizaine d'années en direction juridique. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton évolution dans les différentes entreprises dans lesquelles tu as travaillé, et est-ce que tu t'attendais à ça quand tu as quitté la robe en 2011 ? Pas du tout. Mais alors pas du tout. Mais vraiment pas du tout. D'abord parce que je n'avais absolument aucune idée prédéfinie de ce que faisait un juriste. La preuve, hein, puisque je me disais mais qu'est-ce que moi en tant qu'avocat je vais apporter à une entreprise, parce qu'en fait en tant que juriste j'avais expérience zéro en tant que juriste en entreprise. Hein. J'étais presque une jeune diplômée, même si j'avais la pratique bien sûr à côté. Je m'y attendais pas du tout parce que je ne savais pas, j'avais pas de juriste autour de moi, donc je savais pas ce que moi j'étais entourée d'avocats, donc je ne savais pas ce que faisaient les juristes. Donc je n'avais pas non plus l'a priori du juriste qui travaille moins et qui voilà, pas du tout, je savais pas. Aujourd'hui, je peux dire que en 10 ans, j'ai fait alors, comme j'ai évolué, Swazik, tu dois le savoir. Donc, comme j'ai évolué dans des équipes très petites, voire juristes uniques, on touche à tout. J'ai découvert des trucs dont je pouvais pas imaginer l'existence. J'ai fait beaucoup parce que souvent les juristes se chargent des assurances. Donc, voilà, il y a toute cette partie-là où je suis devenue non pas une experte, mais en tout cas, je commence à connaître un certain nombre de choses que je ne connaissais pas du tout avant, et et il y a des choses que je pratiquais avant que je ne pratique plus du tout. Je pouvais pas du tout imaginer, par exemple, les contraintes budgétaires, etc. C'est pas quelque chose qu'on gère en tant qu'avocat forcément. Quand vous êtes collaborateur, vous gérez éventuellement les temps que vous facturez, mais après sur la partie budget, etc. Vous n'avez pas un budget défini qu'il faut respecter, etc. Faire valider en amont, on n'a pas tout ça. Et encore une fois, moi j'étais plaidante, donc je faisais pas de conseils. Et j'ai évolué dans des entreprises où c'était coté, donc tout ça je faisais pas. Donc c'est vraiment aujourd'hui, avec tout ce que j'ai appris, non, je m'y attendais pas du tout, vraiment pas du tout. Et je trouve extrêmement riche en fait tous les métiers. D'abord j'ai appris, il y a le métier de juriste, mais il y a les métiers avec lesquels vous travaillez. Donc j'ai découvert voilà ce que faisait parce que donc le tanneur a une activité industrielle, donc je suis allée beaucoup en usine. Chez Dupont aussi il y a une activité industrielle, donc vous voyez des énormes usines avec des produits sublimes. Ça, moi j'ai trouvé ça absolument génial. Là je découvre le milieu de la boulangerie, c'est aussi un métier extraordinaire, très difficile mais extraordinaire. Voilà, donc ce qui est très intéressant en entreprise, et surtout quand vous en faites plusieurs, c'est que vous découvrez des métiers. Et ça, je trouve ça extrêmement enrichissant. Et je pense en tant qu'avocat, on peut le faire, mais quand on a des clients suffisamment fidèles avec lesquels on travaille depuis pas mal d'années, où là, vous pouvez être amené à connaître le métier. Mais c'est jamais quand même pareil que quand vous êtes dans la boîte. Donc voilà, moi j'ai découvert des métiers. Mais je m'attendais pas du tout, effectivement, après 10 ans, à faire ce que je fais aujourd'hui, par exemple.
Ok, donc de belles découvertes à travers de beaux métiers et de différentes entreprises. Oui. C'est ça. Okay. Oui, absolument. Très clair. Moi, j'ai une autre question pour toi, Johanna, pour revenir sur ce sujet-là. Beaucoup d'étudiants en droit et de jeunes juristes fraîchement diplômés se disent souvent je vais passer le barreau, non pas parce que je vais devenir avocat ou je souhaite devenir avocat et plaider, mais uniquement pour pouvoir accéder à une certaine grille salariale plus intéressante ou trouver un emploi plus facilement derrière en entreprise dans quelques années. Qu'est-ce que t'en penses de cette orientation-là? Est-ce que tu peux me donner ton avis sur ces pratiques? Alors, j'ai vu effectivement dans certaines annonces que voilà, dans les demandes pour des postes de gens, on va dire mid, hein, donc entre 5 et 8 ans par exemple, dans les presque prérequis, hein, c'est issu donc 5 ans de droit, etc. CAPA, mais c'est vrai qu'ils ne demandent pas parfois d'expérience. Honnêtement, avoir le CAPA pour ne pas avoir l'expérience, je vois pas l'intérêt. Parce que le CAPA est un diplôme, mais c'est pas comme vous avez un diplôme d'une école de commerce, mais parce que pendant 5 ans, vous avez été formé au sein de cette école de commerce. Là, vous avez fait pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans, peu importe, du droit en fac de droit, et donc les diplômes, attestent de cette formation, mais le CAPA, c'est 1 an. Vous avez été, qu'est-ce qu'un CAPA? Le CAPA n'atteste finalement, oui, de pratique de déontologie, de pratique de stage en entreprise, en juridiction et en cabinet ou en cabinet, parce que je sais plus comment ça fonctionne aujourd'hui, mais pour moi, ça reste totalement théorique. Et si derrière, il n'y a pas à minima 2 ou 3 ans dans la profession, je pense que la vraie valeur ajoutée, elle réside voilà, dans cette expérience à minima de 2 ou 3 ans. Parce que le CAPA pour le CAPA, ça ne, honnêtement, pour une entreprise, je vois pas la valeur ajoutée, parce que c'est un truc sur lequel je milite aujourd'hui, c'est que en France, il n'y a pas le statut d'avocat en entreprise, ça n'existe pas. Donc, vous avez dans beaucoup de pays d'Europe, et moi je milite pour ça en France. Je sais qu'il y a c'est en gestation encore, hein, où vous avez donc un diplôme qui est l'équivalent du diplôme d'avocat, et vous entrez en entreprise, vous êtes salarié, mais vous êtes avocat de l'entreprise. Ça veut dire que vous pouvez aller en entreprise, devant les tribunaux, plaider au nom de votre société et la défendre. Là, je pourrais comprendre que du coup, le diplôme d'avocat pourrait servir à ça. Mais aujourd'hui, en France, quand vous avez, soit vous êtes juriste, soit vous êtes avocat. Il y a une vraie scission aujourd'hui. Vous ne pouvez pas aujourd'hui défendre les intérêts de votre entreprise si vous n'êtes pas avocat. Sauf devant quelques juridictions, évidemment, je ne vais pas faire de généralité, mais c'est ça aujourd'hui, c'est la dichotomie entre l'avocat et le juriste. Donc aujourd'hui, demander à un candidat d'avoir le diplôme d'avocat sans exiger d'avoir un certain nombre d'années d'expérience en tant qu'avocat, pour moi, je vois pas la valeur ajoutée. Parce que ce qui est intéressant dans la profession d'avocat, et c'est ça qui est super, effectivement, et moi je l'ai vu puisque j'ai été avocat et j'ai vu l'apport en fait que mon expérience comment mon expérience était valorisée au sein de l'entreprise, c'est un avocat, il apprend à chercher, il apprend à trouver les réponses, à se dépatouiller, et ça c'est ce qu'on aime bien dans cette profession, et c'est ce qu'aiment bien généralement les entreprises quand ils recrutent quelqu'un qui a été avocat. C'est pas forcément quelqu'un qui sait plaider pendant 3 heures, parce que c'est pas forcément quelque chose d'essentiel quand vous êtes juriste. En revanche, c'est un communicant, donc ça peut être intéressant, parce qu'il y a des recruteurs qui trouvent ça bien de savoir communiquer sur cette profession-là, mais c'est pas généralement le premier critère. Mais voilà, le côté un petit peu, je sais chercher, je sais où fouiller, je suis capable d'aller dire à mon directeur général, alors voilà, ce dossier il va aller au contentieux. De par mon expérience, je sais qu'un contentieux, c'est 1 an, 2 ans, 3 ans, mais on peut passer par tel truc, tel machin. Il y a le système de la passerelle, par exemple, devant le tribunal de commerce, etc. Voilà, tout ça, ce sont des choses qui peuvent être intéressantes à entendre pour un directeur général. Le diplôme d'avocat en lui-même ne sert à rien. Sans expérience, à mon avis, derrière. Voilà. On est effectivement d'accord. Je suis tellement d'accord. Enfin, je trouverais dommage de pénaliser, si vous voulez, à diplôme équivalent, enfin non, justement, à soft skills, bien meilleur pour l'un, mais qui n'a pas le diplôme d'avocat, d'aller privilégier l'autre parce qu'il a le CAPA et qu'il a moins de soft skills, ce serait dommage. Pour moi, la vraie valeur ajoutée du diplôme, c'est l'exercice derrière.
En revanche, ce qui est vrai, c'est qu'un avocat en entreprise est quand même mieux payé qu'un juriste sans le diplôme d'avocat. Alors ça, je vais vous dire, moi, j'ai autour de moi, j'ai pas mal de coups maintenant de directeurs juridiques. Donc j'en ai une qui est une amie. Bah non. En l'occurrence, c'est pas vrai. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, alors peut-être. Moi, je l'ai vu. Honnêtement, je l'ai vu dans plusieurs boîtes. Je n'en fais pas une généralité, hein. Non, mais mais il y a aussi des domaines en fait d'activité d'entreprise qui rémunèrent bien plus que d'autres aussi. Oui. Donc effectivement, alors de là à vous dire par exemple que cette amie qui est dans un domaine où généralement voilà les salaires sont assez élevés, en tout cas dans ces fonctions-là, si elle avait été avocat en plus, est-ce qu'elle serait encore plus payée? Je ne sais pas. J'ai pas la réponse, mais en tout cas elle n'est pas avocat et elle a une très belle rémunération à la hauteur d'ailleurs de ses responsabilités parce qu'elle manage une équipe large, etc. Mais effectivement, je pense que ça s'est vu. Et je pense que c'est dommage en fait parce que, enfin, je sais pas. Encore une fois, rémunérer un diplôme sans l'exercice derrière, vous voyez, le fameux diplôme du CAPA, c'est un peu dommage. Voilà. Et justement, pour rester sur cette thématique-là, enfin, sur ce sujet-là, tu as été ancien avocat, tu es actuellement responsable juridique. Quelle est ta position au sujet du legal privilège? Ah, mais je suis à fond. Je suis à fond pour ça. Je milite à fond parce que moi aujourd'hui, je me retrouve parfois confrontée à cette problématique où je dis à mon dirigeant, attention, tout ce que j'écris, je vous préviens, si demain il y a une procédure, c'est pas protégé. Donc on se retrouve, alors on tempère, mais on se retrouve à devoir presque prendre un avocat juste pour que je lui dicte presque ce que je dois lui dire, juste pour que ce soit confidentiel. Ouais, vous voyez, et en fait, je ne comprends pas pourquoi, mais je milite pour le legal privilège, même pour les RH, pour la finance par exemple. Ça, c'est quelque chose qui devrait aussi être instauré, parce qu'il n'y a pas de raison que juste parce qu'il y a le statut d'avocat derrière qui signe, ça devrait être plus confidentiel que un responsable juriste, directeur juridique qui écrit à son alter ego, par exemple, dans une entreprise dans le cadre d'une négociation. Pour moi, c'est quelque chose qui devrait être imposé, instauré, vraiment. Et ça, je milite à mort là-dessus, vraiment. Ok, très clair. Et tu as rejoint la Maison Kaiser en plein confinement, si on revient à ce moment-là. Et justement, la Maison Kaiser, comme son nom l'indique, est dirigée par Eric Kaiser, boulanger, chef d'entreprise mondialement connu. Des boulangeries Kaiser, on en voit partout sur Paris, partout aussi en France. Et justement, les boulangeries sont certes considérées comme essentielles et n'étaient pas fermées pendant le confinement, mais j'imagine que ça n'a pas été non plus la folie en termes d'activité, vu que justement les différentes personnes ne pouvaient pas se regrouper, on pouvait pas se voir en famille, entre amis, et justement c'est à ce moment-là qu'on passe en boulangerie, en pâtisserie pour acheter ce genre de produits. Au-delà d'Eric Kaiser, je sais aussi que ça a été dur pour les boulangeries, pâtisseries, parce que moi, je connais ce milieu à travers ma famille maternelle qui a ce type de commerce à Casablanca et pour qui ça n'a pas du tout été facile tous les jours aussi, même s'ils étaient ouverts de recevoir du public et de devoir penser justement à l'aspect Covid et d'être confronté à des clients avec un risque potentiel de contamination ou pas. Et pour revenir à toi, à ce moment-là, tu avais quitté la Vallée Village, donc avant mars 2020, donc sans savoir qu'il allait avoir un Covid qui allait s'abattre sur nous. Comment tu vis cette période où tu te dis « Ah mince, j'ai quitté mon emploi à la Vallée Village, là il y a une grosse crise qui n'était pas du tout attendue, qui me tombe dessus. Je suis pas du tout sûre de la pérennité de mon emploi. Comment je vais faire ?» Alors, j'essaie d'être très très philosophe sur le sujet. On est tous dans une situation. Oui, c'est vrai que voilà, je suis arrivée à un moment où la situation. Alors, c'était la toute sortie du premier confinement puisque j'ai démarré en juin. Donc, on était en sortie de confinement. Effectivement, la situation a été un peu compliquée, mais moi, je suis je suis très optimiste à chaque fois. Je crois beaucoup en ma bonne étoile. Je suis assez optimiste à chaque fois. Je me dis, de toute façon, si les choses arrivent, c'est qu'il y avait des raisons aussi. Donc, je suis assez sereine, toujours. Je me dis que
il fallait que je change à un moment. De toute façon, voilà, pour les raisons qu'on avait évoquées tout à l'heure, je suis partie de la vallée et je l'ai vécu avec philosophie. Je vous avais dit tout à l'heure, j'ai travaillé entre les deux et moi je reste très positive. Je pense que voilà, il va y avoir des choses qui vont changer. Je pense qu'on est en train de les voir, mais qu'on va les voir à mon avis dans les années à venir. Qu'il y aura effectivement des années encore difficiles. Là, on n'est pas encore dedans. On va avoir des années difficiles. On est quand même, et ça, tous les chasseurs de tête que je connais l'ont reconnu, c'est que en 2019, quand moi j'ai arrêté, le marché était très bon. Il s'est évidemment ralenti sur la grande période du confinement 2020, etc. Mais il reprend et globalement, on est quand même à une des fonctions qui est assez préservée. C'est-à-dire que voilà, on a beaucoup besoin des juristes en ce moment vu la situation pour nous aider à essayer de construire différemment les partenariats, les opérations, etc. Donc on est quand même un métier un petit peu préservé. Je pense que voilà, tout ce qui est directeur du développement, les commerciaux, etc. souffrent un peu plus malheureusement. Mais bon, je crois, voilà, moi je reste de toute façon, l'être humain fait toujours finit par faire les choses bien. Donc avec le temps, je pense que ça reviendra. Mon métier est assez préservé et en plus, je pense qu'on en a parlé en début d'enregistrement, avant l'enregistrement. Je suis admirative de tous ces nouveaux métiers qui naissent et je pense justement que le métier est arrivé à créer d'autres besoins pour répondre à d'autres. Enfin non, pardon. Il y a des métiers qui ont été créés pour répondre à d'autres besoins, des besoins plus modernes, plus performants, etc. Et les cerveaux humains ont réussi à développer, voilà, des services qui n'existaient pas il y a 15 ans et je trouve ça extraordinaire. Et donc c'est pour ça que ce métier de juriste aujourd'hui, Selma, pour ta copine qui va rentrer dans la vie active, etc. Honnêtement, je ne sais pas si elle sera juriste ou avocat ou LegalOps ou autre chose, mais j'ai pas d'inquiétude en fait sur je pense que voilà cette matière va être transformée, utilisée différemment, mais il y aura encore plein de nouvelles choses dans les années à venir. Non, je suis assez positive là-dessus. Et puis, est-ce que aujourd'hui, on va faire le même métier? Je parle même pas de la même entreprise, hein, mais on va faire le même métier pendant 40, 45 ans. J'en suis pas certaine, non? Bah, moi déjà, faire le même métier pendant 40 ans, c'est mort. Impossible. Non, c'est impossible. Moi, je sais pas faire ça. Rester ça dépend des personnalités. Pardon? Je dis, ça dépend des personnalités. Voilà, moi, je suis pas certaine non plus, mais oui, je suis d'accord. Alors, il y a des gens qui aiment rester dans leur zone de confort, savoir ce qu'ils vont faire dans la journée, parce que c'est un mode de fonctionnement et ils aiment bien ronronner, on va dire. Moi, c'est pas trop mon état d'esprit. Cela étant, j'ai 44 ans, qui vous dit que dans 6, 7, 8 ans, j'aurais pas envie de me dire, bon, je me pose un peu, voilà, je lève un peu le pied, c'est bien, j'ai donné un peu, je me suis donné à 200%. Aujourd'hui, j'ai un petit peu envie de m'inscrire dans la longueur jusqu'à l'étape d'après qui sera canon, qui sera la retraite. Mais oui, je suis d'accord avec toi, Sozik, c'est que aujourd'hui, enfin, je n'y crois pas. D'abord, la génération, les plus jeunes générations ont envie de bouger plus, et les idées arrivent. Toutes les minutes, il y a des idées extraordinaires. Donc, je pense qu'effectivement, ce métier va s'exercer de manière différente, beaucoup plus dynamique, polyvalente. Le seul warning, moi, que je mettrais, c'est de ne pas trop s'éloigner non plus de la matière, parce qu'au final, notre vraie valeur ajoutée, c'est de savoir gérer cette matière, l'appliquer, et l'appliquer à des gens qui en ont besoin pour faire tourner leur business. Il faut juste, voilà, créer des nouveaux métiers, des nouveaux besoins, c'est important, mais gardons à l'esprit que on est juriste à la base. Donc il faut ce fil rouge, il est là, il faut qu'il reste là. Pour moi. Et tout à l'heure, tu nous expliquais que c'était encore compliqué pour toi aujourd'hui de décrire ton métier. Oui. Du coup, je vais un peu m'amuser à te poser cette question. En quoi consiste ton poste aujourd'hui en tant que directrice juridique chez Geyser ? Alors, je l'accompagne en fait. Alors, il a des idées. Voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience dans tout. Il a plein d'idées. Enfin, voilà, il n'est pas arrivé là par hasard. Donc, il a déjà des réflexes, comme tout chef d'entreprise, dans certains domaines clés, même si c'est pas son cœur de métier. Il a des réflexes, donc il sait où il veut aller. Il sait qu'on peut y arriver. Il a
c'est quelque chose dont je m'inspire là depuis l'année écoulée avec laquelle voilà, depuis que je travaille avec lui, pardon, c'est que c'est quelqu'un qui ne lâche rien. Ça, c'est quand même incroyable. Donc ça, j'en prends de la graine parce que c'est extrêmement formateur. Mon métier aujourd'hui, c'est de l'accompagner, c'est de lui dire non, on signe pas ça, c'est pas possible, c'est trop risqué. Après, il m'écoute ou m'écoute pas, c'est son choix stratégique parce que voilà, il a une vision stratégique, c'est lui, chef d'entreprise, tout repose sur lui. Moi, mon métier, c'est de lui dire non, il faudrait faire comme ça. Vraiment, je vous conseille de faire comme ci, comme ça. Il prend la décision en tant que chef d'entreprise de me suivre ou pas. Après, vous me dites non, on fait pas comme ça. Bon, de toute façon, je m'adapte et on va trouver une autre solution. Donc aujourd'hui, je l'accompagne. En fait, je l'accompagne, je le rassure parfois sur certains sujets un peu épineux, ce qui est mon rôle. Je lui parfois mets la sonnette d'alarme sur certains sujets quand il faut. Mais voilà, aujourd'hui le métier c'est ça et c'est mon métier en fait de le laisser lui exercer son métier et moi d'être en back office un petit peu pour lui assurer qu'il peut l'exercer de la manière dont il en a envie et sécuriser ses opérations. Ce qui est drôle, c'est que, quand tu dis j'accompagne, ça me rappelle une anecdote quand j'ai beaucoup travaillé avec les services de communication. Et un jour, quelqu'un m'a demandé mais tu fais quoi dans la vie? Donc je dis je travaille à la direction juridique et j'encadre les projets. Et elle m'a regardée, elle me fait non, t'encadres pas, t'accompagnes. Et je trouve que sur cette simple phrase, ce simple changement de terminologie, ça veut tout dire en fait. Sur la place et le rôle de la direction juridique dans une entreprise. Je suis d'accord, parce que on a un rôle d'encadrement, c'est sûr, et on a un rôle d'accompagnateur aussi. Donc, je suis d'accord avec toi parce que notre outil de travail, c'est d'encadrer, puisque, on le sait aussi bien toi que moi, on ne fait pas ce qu'on veut avec le droit. On arrive à s'adapter, on arrive on optimise. On optimise évidemment avec les clés, absolument, avec les clés qu'on nous impose, les textes, etc. Et on essaie d'optimiser en disant, ok, vous voulez faire ça, on va le faire de telle manière que vous puissiez y arriver, mais attention, voilà, on va le faire comme ça. Donc oui, il y a un rôle d'encadrement, c'est fondamental, mais il y a aussi un rôle d'accompagnement. Alors selon les chefs d'entreprise, mais un chef d'entreprise qui a plein d'idées, qui a des idées à 1000 à l'heure, qui veut aller très vite, on en a parlé, on en a certains autour de nous, des gens qui veulent aller vite, il faut parfois leur dire, ok, vous voulez aller vite, alors nous on vous accompagne. Bon, il faut parfois réguler un petit peu la vitesse quand le chef d'entreprise veut peut-être parfois griller certaines étapes. Donc là, on l'accompagne. À un moment, on va lui dire stop. Là, c'est un point d'étape pour lequel il faut que je vous rappelle qu'il y a un certain nombre de choses à respecter, et c'est là notre rôle d'encadrement. Et après, on continue la vitesse et on le réaccompagne, on le suit. Vous voyez, donc il y a un peu des deux. Je suis d'accord. C'est un peu des deux. Et comment la direction juridique est perçue au sein de la maison Kaiser? Quelle place elle a en fait? Alors bien, mais parce que en fait, on est une petite équipe. On est à son étage et en fait il y a une grande proximité. Donc tout le monde se connaît, etc. Enfin, on travaille. On est vraiment une très petite équipe au siège, donc on travaille tous main dans la main en fait. Donc moi je viens pas de différentes entreprises dans lesquelles où on dit le service juridique c'est long, c'est poussiéreux, c'est machin. Je suis arrivée chez ST Dupont et j'ai remplacé quelqu'un qui avait été perçu longtemps comme ça, et je suis arrivée et le dirigeant a apprécié justement le fait que moi mon mode de fonctionnement était totalement différent de celle que j'ai remplacée, qui était une très 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 bonne technicienne, mais j'avais une vision peut-être plus opérationnelle et ça convenait aux dirigeants. Là il y a pas ça, parce que on travaille tous main dans la main, donc on est un service, et on n'utilise pas le terme support d'ailleurs parce que c'est pour moi très réducteur, mais même si effectivement on fait partie des fonctions support comme la finance, les RH, etc. Évidemment, les achats, mais on travaille tous main dans la main. C'est vraiment donc on n'est pas catalogué du tout. Ouais, support aux fonctions transverses. Moi, j'avoue, j'ai pas de sujet particulier. Les deux termes me vont, mais je comprends ce que tu dis. Alors, c'est vrai qu'on est support puisqu'on n'est pas le cœur du métier. Donc, évidemment, je suis le support de la personne qui développe les boulangeries, les ouvre, les ferme, etc. et vend du pain. Donc, je l'aide dans mon domaine
à développer son business. Donc oui, mais en fait, je trouve que le terme fonction support, ne met pas suffisamment en valeur tout l'apport de ces services-là. Et j'englobe la finance, j'englobe les RH, j'englobe les achats, etc. Parce que c'est un puzzle, mais en fait, si vous voulez, s'il en manque un, pour moi, s'il en manque un, ça marche plus. Enfin, en tout cas, dans des entreprises qui ont déjà acquis une certaine taille, on peut pas fonctionner sans un service RH, on peut pas fonctionner sans un directeur financier, sans un service achat, quand on est dans des boîtes un peu conséquentes. Et s'il en manque un, je pense que ça devient bancal. Donc, on a besoin de nous tous, et on met tous la pierre à l'édifice pour que le cœur du métier, effectivement, dans lequel on évolue, de l'entreprise dans laquelle on évolue, puisse prospérer. Donc, on est, oui, un peu une forme de fondation, mais après, on accompagne aussi. On est et fondation et les étels, vous savez, pour tenir un petit peu tout ça là. Pour reprendre la formulation de Selma, c'est très clair. Avant de passer à la dernière partie du podcast, une question rituelle. Quels sont les challenges et les objectifs que tu voudrais réaliser et qu'on pourrait te souhaiter pour la suite de ta carrière ? Alors, j'en ai, mais ça reste encore un peu confidentiel. Le suspense. Yeah. Oui, j'en ai. En fait, moi, j'ai construit ma carrière en ayant toujours un ou deux coups d'avance. Je suis pas joueuse d'échecs, mais c'est comme ça que je fonctionne. Donc, quand je vous disais que j'ai démarré le droit un peu par hasard, oui, alors pour le coup, là, j'avais vraiment pas de coup d'avance, voire 3 coups de retard. Je suis arrivée dans cette profession, et c'est depuis que je suis en entreprise, en fait, que je réfléchis comme ça, où je sais où je veux aller. Et là, aujourd'hui, je sais où je veux aller, et dans 2-3 coups, je sais où je veux terminer. Voilà, mais ça n'a rien à voir parce que ce serait un changement total de carrière, donc on n'en est pas là. Mais ça, ce sera mon but ultime pour dans 15 ans quand j'aurai monté mon refuge pour animaux. Mais avant ça, j'aurais fait. Voilà, ça c'est mon but ultime. Mais avant ça, j'ai mes 2-3 coups d'avance sur où je veux aller. Où je veux aller dans ma carrière. Et donc, mais après, plus pour répondre vraiment quand même un peu à ta question, Selma, parce que là, je fais une réponse d'avocat, c'est-à-dire j'ai dit tout et son contraire. J'ai dit tout sans rien dire. Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter ? De toujours avoir ma flamme, parce que ça, j'aimerais l'avoir jusqu'à la fin de ma carrière et encore après, parce que je l'aurai dans d'autres domaines. Toujours avoir cette flamme, parce que je pense que dans ce métier, il faut quand même travailler avec conviction et pour être pugnace, parce qu'il en faut de la pugnacité pour ce métier. Donc il faut vraiment une flamme, et c'est ce qu'on peut me souhaiter, c'est de ne pas me dire à un moment qu'est-ce que je fous ici, je m'ennuie. Voilà. Ouais. Ça c'est ça qu'on peut me souhaiter. Eh ben écoute, on te le souhaite, et puis je me reconnais bien dans ce que tu dis quand tu dis j'ai déjà un peu une idée sur les objectifs que je me suis fixés. J'ai hâte de voir ce que ça donnera. En tout cas, je pense qu'on va te retrouver dans une campagne éleveuse de chiens. Absolument. Hâte de voir ça. Ce que je te propose, Johanna, c'est qu'on passe à la dernière partie du podcast. J'espère que tu la connais, cette partie. Je vais te poser 4 questions et tu vas m'apporter 4 réponses du tac au tac. Ça marche. Brève et rapide. Très bien. Dis non. Imaginons, j'ai le droit de dire oui, j'ai le droit de dire non ou pas, ou c'est le... Eh ben écoute, non, il faut dire oui, en fait. T'as juste pas le choix. Oui, non, on est d'accord, Voilà. Ok. Première question, Johanna. Si tu devais révolutionner un processus métier, quel serait-il ? Alors, arrêter de valider, revalider, dévalider, survalider, et donc le côté un peu girouette, c'est-à-dire qu'on suit un process et on y va. Il faut qu'il soit souple, mais il faut qu'il soit, il faut qu'on avance et pas et pas changer d'avis, etc. Parce que c'est pas révolutionnaire du tout ce que je raconte, mais construire un process et s'y tenir. Ok, d'accord. Et donc ne pas avoir des boucles d'emails incessantes, c'est ça, sur des sujets. Ok, très clair. Quel est ton conseil numéro 1 pour bien collaborer avec ses clients internes ? Pédagogie et comment dire, d'abord identifier ce dont il a besoin et qu'est-ce qu'il veut.
Et une fois qu'on sait ce qu'il veut, on l'accompagne et on lui dit ok, d'accord. Alors ça, je sais que tu veux faire comme ça. Alors je t'explique. C'est pas si simple machin, mais on peut faire comme ça. Voilà. Donc d'abord, à mon avis, la première chose à faire, mais client interne ou externe, c'est d'identifier vraiment ce qu'on veut, parce que c'est souvent en posant des questions qu'on s'aperçoit que qu'est-ce que tu veux faire avec cette situation-là, et en fait lui-même ne le sait pas encore et il l'a peut-être pas identifié. Et du coup, ça c'est typiquement le cas de perte de temps où un client interne te pose une question et te dit il faudrait qu'on fasse ci, ça, ça. Ça soulève plusieurs questions juridiques que toi tu vas poser. Et en répondant, tu t'aperçois qu'en fait, il ne sait pas exactement ce qu'il veut, ou en tout cas, la chose n'est pas encore maturée, ce qui fait que par définition, tu vas donner une réponse qui sera forcément inadaptée, puisque ta réponse va dire ah oui, mais alors si on fait ci, est-ce que si machin. Donc en fait, ça veut dire que tous les tiroirs n'ont pas été ouverts et qu'on n'a pas posé toutes les éventualités, donc on n'est pas sûr de ce qu'on veut. Et à mon avis, c'est la plus grosse perte de temps, c'est ça. Ne pas savoir à quoi va finalement servir sa réponse. Exactement. Okay. Troisième question, Johanna, quels outils utilisez-vous au sein de la direction juridique de Kaiser? Word, Excel. Oh. C'est une très très bonne base. Voilà. Très clair. Ok. Et ben écoute, il y a une formation à venir très prochainement où on va notamment mettre à disposition quelques techniques sur Excel et sur Word. Je suis preneuse. Et ben super, je t'enverrai ça. Dernière question, ma préférée, et notamment pour répondre à Inès. Si tu devais donner un conseil aux nouvelles générations de juristes qui souhaitent progresser dans leur carrière, quel serait-il ? Alors, je sais pas si il est nécessaire quand on est jeune et fougueux et plein de motivation d'avoir déjà 2-3 coups d'avance, parce que je pense que c'est super d'avoir un côté un peu frais et un peu spontané sans que tout soit calculé. Donc je pense que c'est ça la beauté de la jeunesse, c'est d'y aller. Il faut vraiment de la passion en fait, donc il faut vraiment kiffer son taf, parce que c'est ce qui fait la beauté du métier. Si au bout d'un an on s'ennuie, bah c'est qu'il faut changer de métier. Ça peut arriver, hein, on peut se tromper, voilà. Donc aujourd'hui le conseil que je donnerais, c'est surtout ne pas se fermer les portes, parce que on n'a pas le diplôme qu'on imagine qu'il faut, qu'on n'a pas l'école de commerce ou les notes au DESS, DEA, enfin ça n'existe plus, ça c'est des références de vieux, mais vous avez compris. Ne surtout rien. Moi oui. Voilà, toi tu as compris, parce que l'avantage c'est que les plus jeunes recruteurs qui sont sur le marché aujourd'hui, qui recrutent aujourd'hui, sont moins, à mon sens, moins ancrés sur des diplômes et des expériences précises, etc. Ou alors, si c'est ça, je pense qu'ils sont pas faits pour embaucher des jeunes qui savent pas encore, qui sont encore tout frais. Donc surtout ne pas se fermer de porte. Je pense que rien n'est impossible. Se former, ça c'est important. Se former à plein de choses et puis découvrir. Voilà, il y a des à mon avis du métier qu'on ne connaît pas encore et qui vont encore se créer là dans les années à venir. Donc surtout ne pas se fermer à des opportunités qui n'ont peut-être rien à voir avec ce qu'on pensait faire au début, mais si ça nous tente, faut y aller. De toute façon, il faut écouter ses tripes, hein, toujours. Ses tripes et ses envies. Ok, bah écoute, sur ce beau message de fin, ce beau conseil plutôt. Ouais. Je te remercie, Johanna. J'espère qu'on te verra bientôt chez Séraphin quand on pourra t'accueillir. Avec plaisir. Je sais que Thomas t'attend avec impatience. Mais oui, il est avec plaisir. On prendra l'apéro du coup. Bah oui, évidemment. Évidemment. Avec modération. Toujours. Avec modération, toujours. Et surtout avec des produits qui viennent de chez Eric Kaiser. On a bien compris. Je n'en démords pas. Voilà. Je ne perds jamais de nord. Et puis voilà, merci beaucoup, Johanna. Merci beaucoup, Selma. Merci, Swazik. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez surtout pas à le partager autour de vous, ou encore comme moi, à inciter vos collègues à s'abonner au podcast. Si l'épisode vous a plu, laissez-nous 5 étoiles ou un commentaire, ça nous fait toujours extrêmement plaisir de lire vos retours. Enfin, si vous souhaitez découvrir comment Séraphin Légal révolutionne le secteur du contract management grâce aux nouvelles technologies, rendez-vous sur séraphin.légal, section « Demandez une démo ». Merci encore et à très vite.